professeur Avignon a proposé de réfléchir sur la place du psychologue dans l'aventure obésité, je me suis demandé comment me situer et j'ai choisi d'être un peu un lanceur d'alerte en insistant sur deux points. Le premier qui est la première consultation. Quelle que soit la pathologie, ça ne concerne pas que l'obésité, quelle que soit la pathologie, que ce soit un suivi ou que ce soit un diagnostic, les premières rencontres restent indélébiles. Quel que soit le niveau socioculturel, le patient est rivé à cette première rencontre. Et il m'a semblé important de m'arrêter sur la première ou les premières consultations auprès de personnes souffrant d'obésité pour, d'une certaine façon, mettre en évidence quelques écueils, si je peux me permettre. La première, qui est, tout le monde n'est pas à psychologiser. C'est pas parce qu'on a forcément un surpoids, quelqu'un qui est en surpoids, qu'il faut tout de suite penser à faire appel à un thérapeute ou prendre en charge sur le plan psychologique. Souvent, je vous le concède, mais pas systématiquement. Et faire le distinguo, c'est faire la différenciation entre les gros mangeurs qui n'ont pas de profil psychologique particulier, qui viennent vous voir parce que le médecin parce que le cardiologue, le pneumologue ou autre lui a dit écoutez, là maintenant il vous faut perdre du poids. Pour ce groupe de personnes, le surpoids est inscrit dans des us et coutumes de bien manger, c'est festif. Et eux, ils n'ont pas du tout de déviance du comportement alimentaire dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même prise en charge que, à contrario, la personne qui vient vous voir et qui souffre de son surpoids et qui demande de l'aide parce qu'elle se trouve incapable de maigrir et elle vient demander un traitement. Je crois que ce terme de traitement vaut la peine de s'arrêter. Alors, je ne sais pas si on peut parler de profil psychologique de la personne en surpoids, peut-être. Mais il y a de fortes tendances qu'on retrouve chez chaque personne en surpoids, qui est un dénominateur commun, qui est l'immédiateté. Ce sont des personnes qui sont dans l'immédiateté. À partir du moment où elles ont décidé d'engager une démarche pour perdre du poids, il faut que ça aille vite. Ce qui peut expliquer en partie le fait qu'il est difficile de fidéliser cette population. Parce qu'elle se lasse vite. Elle était dans une demande de perte de poids et ça ne marche pas assez vite. Donc, elle se décourage facilement. Il ne faut pas perdre de vue cela. Et pour désamorcer un petit peu, toujours, je reste là, rivée sur la première consultation ou les premières rencontres, il est bon pour recadrer les choses, de dire, voilà, vous êtes en surpoids depuis combien de temps? Généralement, on dit 20, ou il y a très longtemps, 20, 25 ans. Et vous voulez qu'en 2 séances, 2 rencontres, vous arriviez à maigrir? Je crois que là, ça pose les choses. Parce qu'effectivement, elles sont, à l'instar de leur comportement alimentaire, dans tout le relationnel, dans l'immédiateté. Il faut que ça marche tout de suite. Je vais détailler ceci ultérieurement. Donc, faire le distinguo entre ceux qui demandent quelque chose et ceux qui ne demandent rien finalement, si on résume. Entendre la demande, il me semble toujours dans cette première consultation qu'il est important de ne pas partir dans ce que nous avons tous, tout thérapeute, l'habitude de faire, c'est-à-dire quasiment aller au devant du patient. Mais entendre, quand on nous demande de l'aide pour maigrir, ne pas répondre à « faites-moi maigrir », généralement c'est ce qu'on nous demande, donnez-moi toutes les ficelles et les conseils pour que je maigrisse, mais dévier sur « aidez-moi à maigrir ». Quelle est la différence? Faites-moi maigrir, c'est j'attends tout de vous. Vous êtes le professionnel, vous avez l'expertise, c'est vous. Dire, bon, mais très bien, je vois que vous êtes motivé, que vraiment on va travailler ensemble, je vais vous donner et la suite que vous connaissez bien, c'est ne pas recentrer la personne sur soi. Et ça, me semble-t-il, là aussi, si je peux me permettre, c'est une erreur.
Parce que depuis des années, on a toujours fonctionné comme ça. On va au-devant des personnes et on n'attend pas, on ne les laisse pas venir à nous pour vraiment entendre ce qu'ils nous demandent. À partir du moment où on les laisse venir à nous, se crée une relation de confiance, les choses sont posées et c'est plus facile de travailler en contrat. Voilà, donc ne pas forcément entendre « faites-moi maigrir », mais « aidez-moi à maigrir ». Est-ce que c'est clair ce que j'essaie de vous mettre en évidence là ou pas? Oui. Bon, allez. On passe sur la suite. Pour les personnes qui sont en souffrance et pour lesquelles le surpoids est un symptôme, il faut considérer que ce n'est pas tout le monde qui devient obèse. Deviennent obèses en général, c'est recensé, c'est les causes les plus fréquentes. Deviennent obèses en général les personnes qui compensent. À partir du moment où on introduit la compensation, vous voyez qu'il y a quelque chose de l'ordre du psy qui s'inscrit. On compense un ennui ou un stress, ce que j'appelle moi un peu existentiel. Je crois que si on réfléchit tous les uns, si on fait une petite introspection, il nous est tout arrivé de grignoter parce qu'on s'ennuyait, on n'avait rien de prévu ou parce qu'on a un petit stress et la petite douceur. Là, c'est ce que j'appelle existentiel. On rentre davantage dans la manifestation symptôme, donc la manifestation psychologique, quand on compense une angoisse, une frustration ou ce que j'appelle pudiquement le traumatisme de l'enfance. Je vais développer. On vient avec le moi peau, l'enveloppe corporelle, on vient mettre une distance entre soi et l'autre, de façon à ce qu'on ne vienne plus, ce fameux traumatisme de l'enfance, nous agresser, le plus souvent sexuellement, s'entend. J'ouvre une parenthèse pour vous dire que lorsque vous avez des surpoids qui apparaissent à l'adolescence, après adolescence ou l'adolescence, ça vaut la peine lorsque la relation de confiance est établie, ça vaut la peine de creuser, parce que vous serez surprise de déboucher sur des agressions sexuelles. Alors maintenant, la parole est libérée un peu plus autour de ça. On en parle un peu plus facilement. Et il n'est pas rare. Ce contexte d'agression sexuelle n'est pas rare. Il ne faut pas le perdre de vue. Toute personne qui compense, dont le symptôme surpoids, le surpoids qui est symptôme, dit déviance du comportement alimentaire. Déviance du comportement alimentaire, les plus fréquents sont les grignotages, les compulsions et les boulimies. Les grignotages, c'est ce qu'on évoque le plus facilement en consultation. C'est banalisé, ça, tout le monde grignote, plus ou moins. Donc ça, on n'a pas de honte, on n'a pas de culpabilité à dire « oui, c'est vrai, je grignote ». Le grignotage est défini, peut-être on vous en parlera plus précisément, le grignotage est défini par des prises alimentaires, des prises d'aliments plaisir. Il y a toujours l'aliment plaisir, en petite quantité, plus ou moins répétée, mais le grignotage concerne l'aliment plaisir. La compulsion également. L'aliment plaisir est toujours conservé, mais là il y a un degré supplémentaire, savoir que c'est quelque chose contre quoi il est difficile de lutter. On est en train de faire une activité et tout d'un coup, on a le besoin, plus exactement l'envie, parce que ça ne concerne pas toujours un besoin. C'est clair le distinguo pour vous, je vous la parenthèse, c'est clair pour vous le distinguo entre envie et besoin? C'est clair pour tout le monde? D'accord, là et là, ok? Bien. Donc, la compulsion concerne une envie, beaucoup plus qu'un besoin, mais toujours l'aliment plaisir est conservé, mais là, les quantités sont beaucoup plus importantes qu'avec les grignotages, c'est beaucoup plus difficile à maîtriser que ne le sont les grignotages. Et la boulimie. Je vais préciser, je vais m'arrêter sur la boulimie. La boulimie,
faut bien essayer de distinguer ce qui est de l'ordre là aussi du symptôme, qui témoigne d'une problématique psychologique, ou qui est réactionnel à un comportement, c'est-à-dire à une restriction alimentaire trop importante. À partir du moment où il y a restriction, on ne tient pas le coup. Et au moindre stimuli alimentaire, on craque et puis on ne maîtrise plus, on se laisse déborder. Et souvent on vous dit je suis boulimique. Prenez le temps de définir ce que c'est que la boulimie, de voir si vraiment vous avez affaire à des personnes boulimiques dans sa définition, qui est la suivante: besoin impérieux tyrannique. C'est une sorte de dédoublement. Les personnes ne s'appartiennent plus. À partir du moment où elles commencent, elles ne se voient faire que en fin de crise. Mais elles ne peuvent pas résister. C'est un besoin impérieux tyrannique de manger, d'avaler de la nourriture sans fin. Là, l'aliment plaisir, il est tous oubliette. Hein. C'est ce qui passe, tout ce qui passe, le frigidaire, le placard, sortir pour aller chercher de la nourriture si on n'en a pas assez. Donc là, l'alimentation, il n'y a pas de différence entre salé, sucré, sucré, salé, salé, sucré. Le tout, c'est d'ingurgiter. Ce sont des personnes qui ne s'appartiennent plus, qui vont, bien entendu, au-delà de la satiété, avec, après coup, un sentiment de culpabilité. Je voudrais attirer votre attention sur la crise de boulimie qui n'est pas réactionnelle à une restriction. Je vais reprendre la restriction après. La crise de boulimie réelle à tonalité psychologique, allons-nous dire, voire psychiatrique, il faut bien la distinguer, la repérer, dans la mesure où il peut se révéler dangereux de toucher à cela. C'est des sortes de passage à l'acte. Et toucher, essayer d'emblée comme ça, de juguler ces boulimies, peut conduire les personnes à passer à l'acte. Quand je vois pour la première fois des personnes qui me sont adressées qui sont de vrais boulimiques, après avoir défini que c'était une boulimie, je ne touche à rien. Je laisse faire. Je n'essaie pas de comprendre le pourquoi et le comment, parce que je ne connais pas suffisamment la personne pour savoir s'il y a un risque suicidaire. Et c'est clair. Hein. Certaines personnes ont une mésestime d'elles-mêmes. Je ne suis pas capable de me retenir, je ne peux pas gérer, j'y arriverai jamais. On va le revoir précisément. Pour celles qui ont des conduites de purge qui se font vomir, c'est pas gratifiant d'être la tête au-dessus des WC, hein, quand on y réfléchit. Donc il faut faire attention quand on a repéré qu'on était vraiment sur des crises de boulimie. Qu'est-ce qu'on peut induire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire attention à ça, en voulant d'emblée être efficace sur ça. Pour ce qui concerne la crise de boulimie, qui est juste le pendant de la restriction, il y a une prise en charge cognitivo-comportementale qui peut aider à juguler, qui sont des petits conseils que l'on peut donner, très simples, qui est de demander de faire une sorte de cahier de bord où on demande aux personnes de noter l'heure, la date, le contenu de la crise, comme elles disent, le contenu des prises alimentaires, mais à la miette près. Et l'état d'esprit dans lequel ces personnes-là se trouvent, l'état émotionnel dans lequel elles se trouvent avant, pendant et après. L'intérêt de faire ça, c'est de permettre à la personne de prendre du recul face à son comportement. Et souvent, elles ont du mal à écrire, parce que c'est là où elles prennent conscience que c'est énorme ce qu'elles mangent. Mais c'est très curatif, déjà, de pouvoir le sortir de soi, de l'extérioriser de soi, de le mettre sur du papier et surtout de pouvoir l'amener au thérapeute et de voir qu'on n'est pas jugé. Cette démarche de faire le pas, de pouvoir faire lire à autrui ce que je vis dramatiquement de moi à moi est déjà
curatif. Et vous regarderez, parce que ça se produira et que vous demanderez de faire un cahier de bord, vous regarderez lorsque les personnes vous l'amènent la première fois, elles sont rivées à vous pour voir comment vous réagissez, si vous avez un recul, si vous avez un mouvement. Et la relation de confiance s'établit souvent à partir de ça. À partir du moment où, si elles s'arrachent en venant vous porter ça, elles ont vu qu'elles n'étaient pas jugées. Et là, on peut travailler. Donc, c'est la boulimie réactionnelle à la restriction trop importante. La première des choses pour endiguer ça, ça peut être le cahier de bord. C'est des recommandations du style de faire 2 à 3 repas par jour. Elles vont vous dire, mais attendez, si je fais ça, mais vous ne vous rendez pas compte, je ne vais pas pouvoir tenir le coup, ça va déraper, je vais pas y arriver. Et le fait de se rendre compte qu'elles peuvent prendre la nourriture sur recommandation sans pour autant déborder leur donne confiance, et de ce fait, ça les aide à ne pas déraper. Leur demander d'apprendre à dire oui à l'aliment tabou. Alors, le plus souvent, l'aliment tabou, c'est le chocolat. On vous dit, moi, j'ai plus de chocolat, j'ai plus de bonbons, j'ai plus de gâteaux à la maison. Mauvais plan. Ce qui aide à justement maîtriser et à prendre du recul, c'est de leur dire, voilà, vous faites vos courses quand généralement on vous répond 1 fois par semaine. Bon, ben, quand vous faites vos courses, vous vous arrêtez devant le rayon chocolat. Alors on vous regarde, c'est pas possible. Vous vous arrêtez devant le rayon chocolat, vous prenez le temps de choisir votre tablette de chocolat que vous allez manger dans la semaine et vous l'amenez chez vous et vous la mangez. Mais je vais la manger en 1 fois. Vous la mangerez en 1 fois, c'est pas un problème. Mais choisissez la tablette de chocolat que vous voulez. Et 1 fois arrivé à la maison, quand c'est le moment, vous prenez 1 ou 2 carrés que vous mettez sur une assiette, une coupelle ou ce que vous voulez, et vous vous posez pour le manger. Vous pouvez être sûr que vous allez avoir des regards, des réactions très sceptiques. Et vous pouvez être certain aussi que quand vous les reverrez la prochaine fois, on vous dira, ma tablette de chocolat, il n'est pas passé en 1 fois, et ma tablette de chocolat, je l'ai encore. Moi, je vois les personnes de 15 en 15 jours. Quand je leur dis la première fois, ils se disent, oh là là, c'est bien une psy, qu'est-ce qu'elle a? On me regarde, me dit, mais non, mais c'est pas possible. Je leur dis, c'est une proposition, c'est pas une obligation. Si vous l'avez pas fait, si vous avez mangé 2 tablettes de chocolat, je vous recevrai quand même la prochaine fois. Et elles arrivent à me dire, mais attendez, il y a 15 jours, je l'ai toujours pas fini. Ça, c'est quasiment systématique. Réfléchissons, le fait de savoir qu'on peut, ça dédramatise et ça désangoisse. Voilà, donc des petits conseils comme ça. Autre conseil qui permet d'aider à prendre de la distance. Ces personnes-là qui sont dans l'immédiateté ont le nez dans le guidon. Et justement, par définition, elles n'analysent pas. Et nous, notre rôle, c'est par des petites techniques, les aider à prendre du recul. Autre conseil, c'est limiter les risques de perte de contrôle, qui est par le biais du stockage. Souvent, on me dit, maintenant que je réalise et que je suis un peu en recul face à mon comportement alimentaire, on me dit, je réalise que je peux monter une supérette à la maison. Parce que j'ai stocké les conserves, les gâteaux, le chocolat. Je peux inviter maintenant parce que j'ai de quoi, pour écouler les stocks, j'ai de quoi faire. Par leur peur du manque. Donc ça, leur faire passer comme message, justement d'éviter de stocker. Il vaut mieux aller plusieurs fois acheter, au moins comme ça leur permet d'analyser, de se rendre compte de ce qu'elles font, que de l'avoir sur place. Ça va? Ça répond un peu à vos attentes parce que je vous sens. Ça va? Bon, allez. Allez, je vous laisse écrire alors. C'est bon, crise de boulimie, celle qui est la tonalité symptôme psychologique, voire psychiatrique et réactionnelle à la restriction. Les conseils qu'on vient de voir, est-ce qu'on peut les appliquer pour les personnes qui ont des compulsions? J'ai pas entendu le début de votre phrase, pardon. Les conseils qu'on vient de voir, est-ce qu'on peut les appliquer pour les personnes qui ont des compulsions?
juste des troubles des conduites alimentaires, grignotage, compulsion, boulimie. Je me suis arrêtée sur la boulimie parce que c'est quand même le danger de tous les dangers, là, hein, puisqu'il y a quand même des passages à l'acte. Hein. Et il faut bien repérer. Puis souvent, on vous dit, je viens me voir parce que je suis boulimique. Quand vous détaillez, vous voyez qu'elles sont plutôt dans la compulsion que dans la boulimie. Et c'est pas la même chose de dire non, pour moi, vous êtes compulsive plus que boulimique. Parce que là, c'est déjà bien repérer les choses et permettre à la personne de s'inscrire sur un autre registre ou dans un autre registre. D'accord ? Donc, tout ce que ces petits conseils comportementaux, c'est tout ce qui concerne les troubles des conduites alimentaires. Hein ? Voilà. Alors, le mode de pensée. Le mode de pensée de ces personnes sont souvent erronés, toujours sur la même approche négative. Alors, c'est vrai, tout à l'heure, depuis ce matin, je parle de tendance, mais pas de profil. Et un participant m'a dit, mais quelle différence vous faites entre entre les tendances et le profil, effectivement. Je n'ai pas su répondre parce que je pense que c'est ce fonctionnement-là, les distorsions cognitives et les pensées automatiques dont je vais vous parler derrière, caractérisent les personnes en surpoids. C'est propre aux personnes en surpoids. C'est la pensée du tout ou rien. Vous avez donné un programme nutritionnel. Bien sûr qu'il faut s'appuyer sur quelque chose, mais c'est à double tranchant. Parce que si elles n'arrivent pas, ça les met en échec. Et c'est aussi une des causes qui fait qu'elles, petit à petit, elles disparaissent de la consultation. Parce qu'elles ont l'impression qu'elles n'y sont pas arrivées. Dans la pensée du tout ou rien, c'est sans nuance. J'ai un programme, j'ai un jour dérogé, j'ai mangé une pomme ou un biscuit ou un carré de chocolat, mais vraiment rien du tout. J'y arriverai jamais. Je ne suis pas capable. Je suis vraiment moins que rien. Quoi que je fasse, j'y arriverai jamais. La généralisation à outrance, qui découle de la première pensée, tout ou rien, je craque. J'ai craqué une fois. De toute façon, je craquerai toujours. Et en toutes circonstances, pas pour de la nourriture, je ne suis pas capable d'aller au bout d'une de mes décisions. Il y a les pensées positives. Hein. Le filtre, qui découle aussi, là aussi, toujours de pensées négatives. La personne, je prends mon exemple de la tablette de chocolat. Dont je vous parlais tout à l'heure, la personne a pu juguler, elle n'a pas fini sa tablette. Vous la voyez 15 jours après, ce qui est mon cas. Je lui dis comment ça va, elle me dit ça va pas du tout, je suis pas arrivée. Là vraiment j'étais motivée, je vois que ça tient pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a ça, ça et ça. Je me suis repliée sur moi, j'ai pas assuré à tel niveau. Et puis, je lui dis, au niveau du comportement alimentaire, ça c'est bien, ma tablette, je ne l'ai pas finie, elle est encore à la maison. Au départ, elle vient pour un trouble des conduites alimentaires, pour une alimentation qu'elle n'arrive pas à juguler. Elle l'a jugulée, mais ce n'est pas suffisant. Voilà. Donc, il ne faut pas perdre de vue que ce sont des personnes qui dramatisent négative du tout. Le rejet du positif, je n'ai pas besoin de vous développer. Les conclusions actives, qui sont toujours dans « je suis capable de rien, je n'intéresse pas », rencontre une personne qui ne vous dit que vous connaissez, qui ne vous dit pas bonjour parce qu'elle ne vous a pas vu. Une des représentation de la personne en surpoids, ça sera de dire ouais, mais c'est ça, elle m'évite parce que je ne l'intéresse pas, elle a fait exprès de ne pas me voir parce que de toute façon, qu'est-ce que j'ai comme conversation? C'est ramener toujours contexte négatif. Les phénomènes de la lorgnette, à partir du moment où je ne peux pas juguler mon mode alimentaire, où je ne sais pas en faire quelque chose de
comme tout le monde, de banal, sans problème particulier, où je suis complètement obsédée par ça, à partir du moment où je ne peux pas juguler ça, c'est le signe que de toute façon, je suis une mauvaise personne et que vraiment, je n'ai aucune ressource personnelle. Donc c'est la raison pour laquelle je m'occupe toujours des autres, mais je ne me recentre pas sur moi, parce que moi, c'est le vide sidéral. Le vide sidéral que je viens compenser avec la force, le moi-peau, qui vient me laisser croire que j'ai une force, alors que intérieurement, je pense que rien n'est valable à moi. Oui, il y a quelque chose qui... Oui. Je savais plutôt ce que c'était qu'une lorgnette. C'est pour regarder à travers la porte, c'est ça? Lorgnette, c'est juste un petit bout. Petit trou, mais vraiment, vous voyez ça, mais tout ce qui est le champ visuel autour, non. Vous voyez, la lorgnette, c'est ça. Hein? C'est vraiment voir, je suis sur ma page, je vois que ça, quoi. Je vois plus rien de ce qu'il y a autour. Ok? C'est regarder par un filtre, vraiment être concentré sur un événement et absolument pas être ouvert sur l'extérieur. Ça va? Les raisonnements émotionnels, on va les voir, je vais les aborder par les pensées automatiques. Le je devrais et je dois, ça aussi c'est un écueil que nous thérapeutes nous devons éviter. Ce sont des personnes qui fonctionneront, ça va vous parler ça aussi, qui fonctionnent toujours dans je dois faire ci, je ne dois pas faire ça, je devrais pouvoir faire ça et je ne devrais pas faire ça. Ce sont des contraintes supplémentaires. À partir du moment où je dois, ou je devrais, il faut, on est dans la contrainte. Je crois que pour désamorcer ce comportement-là, c'est pas la même chose de dire, lorsqu'on donne des conseils, il faudrait que vous devriez essayer de... C'est pas la même chose de dire il faudrait que vous essayiez de, que de dire ça serait bien que vous essayiez de. Ça serait bien que vous puissiez faire ça. Ça serait bien, mais c'est pas une contrainte, c'est une suggestion. Donc le stress de ne pas y arriver n'est pas le même. C'est une nuance qui est fondamentale. C'est pas qu'un truc de psy qui coupe les cheveux en quatre, ça. Hein. De passer sur devrait et il serait bien que. Ce sont des petits rouages qui génèrent beaucoup de choses dans le rapport et dans la conceptualisation des personnes que vous avez en face. La personnalisation, comme vous avez compris, elle n'est jamais positive, bien sûr. Elle est toujours négative. Du style, il arrive quelque chose de fâcheux autour de moi, c'est forcément moi qui l'ai induit parce que c'est moi qui suis responsable du fait que j'ai pas su assurer, j'ai pas su comprendre, j'ai pas su anticiper. Vous voyez qu'il y a une réelle souffrance autour de la personne qui présente un surpoids et qu'on n'est pas toujours dans le il faut que, il y a qu'à. Ça met en place des réseaux assez complexes. Ça mobilise, plutôt que mettre en place, ça mobilise tout un système complexe de modes de pensée. Oui? Ce sont des choses qu'on peut retrouver aussi chez des personnes qui ne sont pas en situation d'obésité. Alors vous pensez à... Ça, c'est des personnes qui peuvent être déprimées, qui ont ces côtés négatifs. Mais par exemple, puisqu'on est dans le trouble des conduites alimentaires, si on reste chez les anorexiques, vous n'avez pas ça. Parce qu'il y a, du fait quelles sont les personnes anorexiques dans la maîtrise et le contrôle, il y a un sentiment de puissance. Je suis capable de maîtriser une fonction vitale telle que de manger. Et 2, je me mets dans une bulle où c'est moi qui ai raison. Et je maîtrise et je contrôle tout. Donc il y a un sentiment de puissance. Pour la personne obèse qui n'arrive pas à suivre un programme, qui ne peut pas banaliser son rapport à la nourriture et qui souvent dérape et ne s'appartient plus à certains moments quand il y a la crise de boulimie et qu'elle se voit, mon terme est sciemment choisi parce que c'est cette violence-là pour elle qui se trouve la tête au-dessus des chiottes à vomir, c'est pas gratifiant. Au point de vue narcissique, vous prenez un coup quand vous voyez que vous êtes à vomir. C'est là où il y a les passages à l'acte d'ailleurs. Donc cette approche péjorative
Et quand même, en dehors des personnes déprimées, hein, qui voient tout par la lorgnette négative, c'est quand même propre à elle. Et je sais que vous allez avoir le témoignage d'une patiente, je crois jeudi, vous allez retrouver ce que je vous dis. Hein, si elle l'exprime très bien. C'est une des caractéristiques. Hein, vraiment, c'est propre aux personnes en surpoids. En tout cas, on le retrouve très, très, très souvent chez les personnes en surpoids. Et ce que je vous dis va être corroboré par c'est sur des pensées automatiques qui sont propres aux obèses, du style je ne dois pas gaspiller la nourriture. Donc, si j'ai plus faim, je mange quand même, parce que je ne vais pas laisser. Si mes enfants laissent, ben je vais finir. Souvent, on me dit finalement, quand je réfléchis, je suis la poubelle de la famille, parce que je finis tout. Je ne sais pas laisser. Vous savez, cette difficulté d'écouter leur faim. Souvent on dit, ils ne reconnaissent pas, c'est vrai, leur satiété, mais c'est qu'il y a quelque chose en eux qui fait qu'on ne peut pas ne pas finir. On ne peut pas laisser, on ne peut pas jeter. Hein. Donc ça, c'est difficile. Autre pensée automatique négative, je ne peux pas refuser un plat qu'on m'offre. C'est pas poli, je suis invitée, si on me resserre, il faut que je dise oui. Parce que, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce qu'on ne va pas me juger? Est-ce qu'on va continuer à m'apprécier? Et jusqu'où ça va? Après la première bouchée de nourriture, vous retrouvez ces distorsions cognitives dont je parlais tout à l'heure. Après la première bouchée de nourriture interdite, ils sont dans l'interdit, il m'est impossible de m'arrêter de manger, il ne me reste plus qu'à continuer. De toute façon, je ne suis capable que de ça. Dramatisation, généralisation, filtre négatif. Maintenant que j'ai commencé à manger, mon régime est fichu. Il ne me reste plus qu'à continuer. Les gens minces et beaux sont heureux et réussissent tout. Les gens gros sont des ratés. C'est ça que vous avez quand on vient vous dire il faut que je maigrisse derrière tout ça. Mon apparence et mon poids témoignent de ma valeur. Je suis gros. Personne ne peut m'aimer, autant rester seul dans mon coin. Là, si vous permettez, je vais m'arrêter une seconde et faire référence, ça m'amène c'est fréquent de dire je suis mal dans ma peau, si j'étais moins gros, ben ça serait plus facile pour moi de sortir, d'établir des liens sociaux ou d'avoir une relation affective pour ceux qui sont seuls. Vous l'avez certainement entendu dire parmi vos patients. Là, je m'arrête pour ce qui concerne, même si je ne vous en parle pas, je fais allusion à la chirurgie bariatrique. Dans les demandes de chirurgie, dans les demandes d'amaigrissement par le biais de la chirurgie, il y a beaucoup de ça. C'est-à-dire il faut faire attention de ne pas se faire piéger, ce qui la plupart du temps m'amène à dire attendez, on réfléchit, on voit après. On diabolise le surpoids. Si je ne suis pas heureux, si je n'ai pas de relation, si je n'ai pas de boulot, si je ne réussis pas ma vie, si je ne suis pas bien dans ma peau, c'est à cause du poids. Certainement, mais pas que. Et comme vous le savez, en post-opératoire, il est fréquent d'avoir des états dépressifs sévères, uniquement parce que les personnes se rendent compte que ce surpoids qu'elles ne supportaient pas et qui dans le quotidien était un handicap, hein, il ne faut pas se leurrer, pour bouger, l'hygiène, c'est pas évident. Ce surpoids qu'elles diabolisaient, in fine, leur servait de protection. Ils viennent vous voir en vous disant maintenant, je me sens nue, je suis visible, j'ai plus de protection. Donc ce surpoids qui est diabolisé, il faut vraiment prendre le temps de voir qu'est-ce qu'il peut cacher derrière.
Autre pensée automatique négative, ma capacité à me restreindre sur le plan alimentaire et la mesure du contrôle que j'exerce sur la vie et ma destinée. C'est-à-dire, je ne sais pas me prendre en charge. Ce qui illustre ce que je viens de vous dire, ma vie commencera vraiment lorsque j'aurai atteint le poids et lorsque j'aurai atteint le poids que je me suis fixé. Pas sûr. Pas sûr. C'est en tout cas souvent la représentation qu'on a de la chirurgie. Puis on se rend compte qu'il n'y a pas que ça derrière. Ça va pour les pensées automatiques négatives ou vous voulez que je les reprenne? Non? Ça, c'était la première consultation, ou entendre ce qui est demandé, ce qui est dit, comment c'est dit. Et bien sûr, on va vous en parler plus précisément, donc je ne fais que les ébaucher. La chose essentielle qui est la motivation. Une motivation, la difficulté de la motivation, c'est qu'elle tienne dans le temps. Chez des gens qui sont dans l'immédiateté, c'est pas simple de la faire tenir dans le temps. La motivation, c'est s'approprier le projet. Je fais toujours un distinguo entre savoir et approprier. On peut savoir qu'on est en surpoids, on peut savoir qu'on entame son capital santé, on peut savoir les risques encourus, mais on le sait. On ne se l'est pas suffisamment approprié pour changer de comportement et arriver à juguler les déviances nutritionnelles. La motivation, c'est investir le projet dans la conscience de son corps, le regarder son corps. Si vous les interrogez, ce sont des personnes qui ne se regardent pas, qui n'investissent pas le corps. Il est certaines personnes qui sont juste soignées de l'extérieur pour ne pas être une gêne pour les autres, mais qui ne s'investissent pas au niveau du corps. Donc ça, c'est quand même un écueil. C'est investir le projet dans son affectivité. Quand je vais maigrir, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je serai toujours aussi, on vous le pose la question, est-ce que je serai toujours aussi dynamique? Est-ce que je garderai ma joie de vivre? Est-ce que j'aurai des contacts faciles avec les autres? Croient-elles que c'est facile? Croient-elles, ces personnes-là, qu'elles sont dans le dynamisme et la joie? Mais c'est souvent des clowns tristes. Ce sont souvent des personnes qui assument tout à la force des poignets. Dans sa sexualité, le surpoids, autant que je suis comme ça, je ne m'inscris pas dans le désir, je ne suis ni être désiré, ni être désirant. Dans les activités cognitives, en général, ce rapport de soi à soi, le rapport de soi aux autres, le rapport de soi à la vie et au monde. Donc, la motivation, c'est inclure l'amaigrissement dans tout ça. Ça va? De votre place de thérapeute, il est important de vérifier la nature des attentes. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on vient de demander? Je veux maigrir. La nature des attentes, il y a des personnes qui me disent mon conjoint vit très mal ma prise de poids, vit très mal mon surpoids. Et je sens qu'il y a une distance entre lui et moi, ou elle et moi. Il faut que je sauve mon couple. C'est un argument à prendre en considération, certes. Mais est-ce qu'il n'y a que le poids qui fait que le couple est en difficulté? Et si toutefois le couple ne fonctionnait pas malgré la perte de poids, ou ne fonctionnait plus malgré la perte de poids, qu'est-ce qui va se passer? Les attentes réalistes, vérifier ou s'assurer que les attentes soient réalistes. Souvent à cette époque-ci, au mois de mai, il commence à faire chaud. On vient là maintenant, il faut que je maigrisse. Pourquoi maintenant? Pourquoi c'est le bon moment pour vous? Parce qu'il y a la plage, il faut que j'aille à la plage et c'est important pour moi. Oui, on va à la plage 3 ou 4 mois par an et après, qu'est-ce qu'on fait?
vérifier ou parler ou amener la personne à réfléchir sur son implication dans les régimes précédents. Pourquoi ça ne marchait pas les autres fois? Pourquoi vous avez déjà fait de régime? On vous dit toujours, moi j'ai perdu des tonnes avec tous les régimes que j'ai faits. Pourquoi ça ne marchait pas? Et très vite on vous dit, et là vous allez mieux comprendre en fonction de ces distorsions cognitives et de ces pensées automatiques négatives, ouais, mais quand je recommençais à m'alimenter, je reprenais du poids. Tout simplement, en fonction de, je ne suis plus dans mon programme, je suis sortie de mon programme, donc je n'arriverai à rien, il est temps que je me lâche. Voir un peu comment on peut faire tenir cette motivation. L'handicap aussi, c'est la capacité à gérer les émotions. Tout le monde n'est pas égaux, toutes les personnes ne sont pas égales devant la gestion des émotions. Regardez, ça m'interroge toujours. Quand ça a dû vous arriver, peut-être, je suis sûre que ça a dû vous arriver parce que c'est fréquent. Quand vous faites vos courses, un enfant à côté de vous dans le caddie qui a ses jambes serrées dans le truc, là, veut descendre parce qu'il en a marre d'être là ou tout simplement d'être dans le... Il pleure parce qu'il veut descendre et tout de suite, la maman souvent lui donne quelque chose à manger ou un gâteau ou un quignon de pain alors qu'il demandait absolument pas ça. Il demandait tout simplement de sortir de ce truc. Hein? Donc voir un peu comment, sans rentrer, sans faire l'analyse détaillée de l'enfance, mais comment on a toujours géré les émotions. Et on vous dira, moi c'est vrai que ma grand-mère, maman, j'ai souvenir que c'était toujours, chaque fois que j'étais triste ou inquiet ou pas bien, on me réconfortait en me donnant quelque chose à manger. Donc ça, c'est à prendre en considération parce que c'est ancré en soi, c'est une habitude, on parle de la Madeleine de Proust, on ne parle pas du verre ou du carré, de machin truc, on parle de la Madeleine, hein, souvenir d'enfance. La capacité à gérer les émotions. Et quand les émotions sont trop débordantes et qu'on ne peut pas les gérer, il y a toutes les prises en charge. Ah non, j'allais oublier. Oui, c'est important ça, pardon. De votre place, toujours à vous, c'est d'amener le patient à éclaircir les raisons premières de perdre du poids. Vous voulez maigrir pour qui? Pourquoi? Parce que mon médecin m'a dit qu'il fallait. Parce que je sens que mon mari ou ma compagne ou ma femme le vit mal. Voilà, question. Qu'est-ce que vous vous appropriez, vous, dans ça? Maigrir, pourquoi? Pour qui? À combien estimez-vous le pourcentage de réussite dans votre amaigrissement? Vous verrez, il n'est pas très haut. Mais ça, vous allez certainement qu'on va vous le présenter dans l'entretien motivationnel ultérieurement. Question qui est importante d'évoquer, me semble-t-il. Quels seraient les avantages à ne pas maigrir? À partir du moment où vous posez cette question, vous dédramatisez les échecs. Toute motivation, aussi forte soit-elle, est toujours émaillée de régression, de retour en arrière. Et poser la question de quels seraient les avantages de ne pas maigrir, ça laisse la porte ouverte au fait qu'il est des moments où on ne peut ne pas maigrir. Et ne pas se désespérer, ne pas dramatiser, ne pas tout lâcher, ne pas repartir dans ces automatismes négatifs et ces distorsions cognitives parce qu'on n'arrive pas tout de suite à maigrir. Toute motivation est émaillée de régression. Et dans quelles circonstances la personne souhaiterait-elle continuer à se nourrir comme elle le fait? Là aussi, découle de la question précédente, laisse la possibilité d'avoir des moments où on y arrive et des moments où on n'y arrive pas. On constate, mais on ne dramatise rien. Cette approche-là, donc après tout ceci, voilà, la prise en charge des émotions. C'est là où peut-être les professionnels peuvent
prennent tout leur sens et leur, j'allais dire efficacité, je ne sais pas. Dans les thérapies comportementales, c'est pas ça. Voilà, voilà. Dans les psychothérapies, les thérapies cognitivo-comportementales, je vous ai donné quelques exemples que j'ai introduits au moment des distorsions cognitives, non, des restrictions, des boulimies réactionnelles aux restrictions, des techniques de gestion du stress telles que la relaxation, telles que la sophrologie, ou s'il y a une résistance à la prise en charge psy, vous pouvez commencer en douceur avec le yoga, qui est quand même plus philosophique que le sont les techniques de gestion du stress. Les techniques psychodynamiques, ça, c'est davantage mon domaine. Moi, je suis de la génération où, à Montpellier, les psys étaient très orientés psychanalyse. Donc, j'ai une formation de psychanalyste. Néanmoins, à partir du moment où je me suis occupée des troubles des conduites, où j'ai travaillé avec des personnes qui avaient des troubles de conduite alimentaire, j'ai tout de suite dévié sur les approches cognitivo-comportementales. Les techniques psychodynamiques, tout le monde ne peut pas en bénéficier, tout le monde ne le souhaite pas. Et tout le monde n'a pas envie de savoir pourquoi ils sont rentrés dans ça. Puisque aller chercher, c'est pourquoi. Alors que l'approche cognitivo-comportementale, c'est dans le comment sortir de ça. Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie, une fois qu'on a été dans le comment on en sort, rentrer dans le pourquoi j'y suis rentré, justement. Mais toute personne n'a pas les possibilités d'introspecter et d'aller chercher au plus profond de soi. Donc, c'est complémentaire, mais de prime intention, je ne crois pas que ce soit une bonne formule. Technique de méditation, on va vous en parler plus précisément que moi. Et l'acte, je crois que c'est le professeur Avignon qui va vous en parler tout de suite. Et les techniques MDR, hypnose, qui donnent de très bons résultats. J'ai des patients qui ont de bons résultats, mais bien entendu que je ne pratique pas, donc je ne peux pas me... Mais quoi les initiales MDR? Alors, c'est toutes les techniques qui sont, vous savez, basées sur les techniques de mouvement des yeux. C'est le MDR. Pardon? Eye movement. Oui, oui, pardon. Qu'est-ce que je vous ai dit? Désensibilisation. Oui. Ah non, oui. Et il y a le c'est le oui. MDR. D'accord. C'est une faute de trappe. Donc, c'est tout ce qui est technique de gestion. Voilà, tout ce qui est technique. Bon, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le pratiquent quand même. On l'utilise beaucoup en douleur et en post-traumatique. Oui, mais pas du tout dans les troubles des conduites alimentaires. Passion. Voilà. EMDR. Il faut que je le corrige. Je l'ai laissé pas. J'ai pas fait attention. Putain, j'ai relu et relu. Voilà. Donc, du coup, je ne comprenais pas pourquoi.